Passé 8 années donc sur cette question de l'eau à Jérusalem, qui était donc ma thèse que j'ai commencée en 1999 à l'université Aix-Marseille Université, que j'ai soutenue en 2006 et qui a été publiée aux Publications de la Sorbonne en 2010. Mais alors pour ceux que ça passionne, c'est un gros bouquin de 850 pages, mais qui est déjà réduit par rapport à une thèse qui était un peu une thèse à l'ancienne, trop longue. Et c'était un peu une tentative, c'est pour ça que j'ai montré un autre livre là. C'est comment on fait quand on arrive jeune historien à Jérusalem, où évidemment la bibliographie est absolument monstrueuse. Comment on fait pour prétendre renouveler un tout petit peu le genre? Ben, j'ai utilisé deux ruses successives, trois en fait. La première, c'est un carottage thématique sur une longue durée. Ça a été cette hydrohistoire de Jérusalem. Je prends un seul thème, mais sur un siècle. Et c'est assez pratique parce que l'eau, ça se traduit facilement dans n'importe quelle langue. On peut arriver dans n'importe quel centre de documentation en disant qu'est-ce que vous avez sur l'eau entre ces deux dates. Et j'ai ramené pas beaucoup de documentation comme ça. La deuxième ruse, c'était bah, à l'inverse de prendre tous les thèmes mais sur une très courte durée. Ça a donné, c'était un cours en fait, un cours de licence que j'avais donné dans les années 2008-2011 qui a donné ce livre. Jérusalem 1900, publié d'abord chez Armand Collin, puis en Point Seuil, et qui là vient d'être republié en Duno Poche, qui est un essai. Et puis, la troisième tactique, voilà, c'est pas à l'écran là, mais Françoise en a parlé, c'est bah, de prendre un tout petit espace, un microcosme. C'est le quartier maghrébin, qui est évidemment pas un quartier comme un autre, qui a une longue histoire, fondé par Saladin, etc., détruit en 67, et ça permet encore de raconter des choses sur l'histoire globale de Jérusalem. Et tout ça s'inscrit dans un cadre plus général d'un projet européen que je dirige qui s'appelle Open Jérusalem et que je vous encourage à aller visiter. Vous tapez Open Jérusalem sur Google, vous arrivez sur un portail et vous allez avoir accès à peu près un peu plus de 40 000 documents, unités documentaires, hein, donc bien plus de 40 000 pages. Certains documents font 100 pages. Surtout des documents dans une quinzaine de langues. Vous me direz comment on va lire les documents en éthiopien. Eh ben, ils sont décrits, résumés et avec des mots-clés en anglais. Donc, si vous vous intéressez à l'eau, par exemple, vous tapez water et vous allez avoir des centaines de documents qui sortent dans plein de langues. L'idée d'Open Jérusalem, c'est de réunir, on a à peu près une soixantaine de chercheurs dans une quinzaine de pays, qui travaillent dans une douzaine de langues, avec 5 alphabets. Et l'idée, c'était de se dire, tous ces chercheurs ne sont pas forcément d'accord entre eux. Imaginez bien pour quelles raisons, par exemple, selon qu'ils sont grecs et turcs, hein, c'est pas seulement s'ils sont israéliens ou palestiniens, mais et on va arrêter d'espérer qu'ils soient d'accord entre eux sur le plan des conclusions. On va d'abord les encourager à partager leurs sources et leurs documents. C'est quand même la base de l'éthique scientifique. Et puis, ben, ils en feront chacun un petit peu ce qu'ils veulent. Donc voilà, cette histoire de l'eau à Jérusalem, elle est à replacer dans cette tentative d'avoir toujours une approche un peu globale de l'histoire de cette sacrée ville. Euh, Hop, non, mais ce serait quand même pas que ça marche complètement. Euh, voilà, alors cette thèse, elle démarre au milieu du 19e siècle. Et ce qui m'a tout de suite frappé quand j'ai commencé à travailler sur la question, c'est que la question hydraulique à Jérusalem, la question de l'alimentation de Jérusalem en eau potable, vieille ville de Jérusalem, hein, parce que vous savez que jusqu'en 1860, il y a pratiquement, enfin, il n'y a pas de bâtiment en fait à l'extérieur des murailles de la ville. Euh, en fait, c'est une question qui est traitée, y compris très loin de Jérusalem. Il y a des gens comme Henri Dunant, fondateur de la Croix-Rouge, qui s'y intéresse beaucoup, à l'époque où il est un peu affairiste, vous savez, avant la guerre de 70, hein, avant la Croix-Rouge. Il essaye de créer des concessions de moulins en Algérie, il essaye, par exemple, aussi euh, de, de ramasser de l'argent pour ramener l'eau potable à Jérusalem. Il y a d'autres projets français, il y a des projets allemands, il y a des projets néerlandais, il y a des projets britanniques, évidemment. Tout le monde veut réalimenter Jérusalem en eau potable. Et évidemment, ça s'inscrit dans un imaginaire biblique qui est que c'est une ville-temple, que le temple juif, pour fonctionner, avait besoin de beaucoup d'eau potable, parce que les sacrifices, parce qu'il fallait nettoyer en permanence le temple suite aux sacrifices, parce qu'il fallait purifier les fidèles, hein, selon leur degré évidemment
de proximité avec le rite ou avec le Saint des Saints. Il faut purifier en particulier les femmes, hein, comme d'habitude. Et en les plongeant dans l'eau, hein, les mikvot, c'est quand même un bain complet. Hein. Donc cette question de l'eau potable à Jérusalem, en fait, faisait ressurgir des imaginaires bibliques très très forts. C'est sans doute ce qui explique que, à partir des années 1860, on voit un petit peu partout fleurir ces projets. Alors, je suis certain que vous avez déjà entendu parler, sans doute dans le cadre de ces conférences, de la création en 1865 de la première grande société scientifique sur la Terre Sainte, la société britannique Palestine Exploration Fund, le PEF. Dites-moi oui. Hein. Euh, euh, donc ça, c'est connu, c'est très très connu, 1865, et le PEF existe toujours, toujours au même endroit à Londres. Ce qui est moins connu, c'est que le PEF a été créé à la suite d'une mission programmée l'année précédente, en 1864, conduite par Charles Wilson. Charles Wilson, ingénieur royal, qui sera celui qui va créer le PEF en 1865, mais cette mission, elle est financée par une association qui s'appelle la Jerusalem Water Relief Society. Donc, vous voyez, la première société d'exploration scientifique de la Terre Sainte, elle est en fait à l'initiative d'une association britannique, londonienne en fait, pour ramener l'eau potable à Jérusalem. Ça vous donne un petit peu la popularité, on va dire, de ce problème. Il y a un contexte topographique, évidemment, et vous, donc vous savez, vous avez sans doute, pour la plupart d'entre vous, été déjà à Jérusalem. Vous savez que Jérusalem, comme Hébron, comme Bethléem, comme Sichem, Naplouse, comme Ramallah d'ailleurs, sont des villes qui sont situées sur la ligne de crête, hein, de la dorsale palestinienne, ce qui n'est pas une position idéale pour bénéficier d'eau potable quand on est dans un système d'hydraulique gravitaire, c'est-à-dire quand on doit amener de l'eau d'un point haut à un point bas. Si on est sur la ligne de crête, c'est compliqué. Le seul moyen, c'est de trouver sur cette ligne de crête des points relativement plus hauts avec de l'eau. Et ce qui est évidemment extraordinaire quand on travaille sur l'eau, c'est que cette hydraulique gravitaire, en fait, c'est un système technique continu, à peu près de moins 2000 ou moins 1000 avant, jusqu'aux années 1930. Alors bien sûr, on va inventer des systèmes un peu plus étanches. Les Romains vont mettre en place un système de siphon qui va permettre de passer des dénivellations et tout ça. N'empêche que le cadre reste le même. Il faut capter l'eau un petit peu plus haut que Jérusalem. Il faut la canaliser à peu près correctement pour pouvoir la distribuer à Jérusalem. Et donc, il n'y a pas 36 sources possibles. Il y en a une un petit peu au nord, mais qui est en fait très, très délicate d'accès, donc qui a été pratiquement pas mobilisée jusqu'au début du XXe siècle. Je ne vais pas en parler. En fait, les sources mobilisables, elles sont au sud, euh, entre Bethléem et Hébron, dans la vallée de Artas, que vous connaissez certainement, immédiatement, on va dire, quand vous prenez la route 60, l'actuelle route 60, vous passez Bethléem, vous allez vers Hébron, et sur votre gauche, hein, vous avez la vallée d'Artas, qui a d'ailleurs un imaginaire biblique aussi assez important. Et là, vous avez une source très importante, des bassins très importants. Et puis plus au sud, vous avez la source de Haroub, exactement sur la même ligne topographique. Aujourd'hui, il y a un camp de réfugiés, hein, qui s'appelle le camp de Haroub. Donc c'est ça la problématique. C'est bien une problématique de contrôle. Et j'insiste sur un point, c'est que cette histoire, elle est assez continue sur le plan des contraintes techniques, on va dire du deuxième millénaire avant au deuxième millénaire après, quoi, aux années 1930, jusqu'à l'invention de la pompe hydraulique et à l'invention de canalisations assez étanches et qui supportent assez la pression pour pouvoir amener de l'eau d'un point bas à un point haut, aujourd'hui. Euh, Elle est aussi assez inerte du point de vue des 4 éléments clés qu'il faut contrôler. Captage de la source. Donc ça suppose d'avoir une souveraineté et une autorité autour du point de captage. Et quand il est situé à 15 km dans les collines, dans le contexte de Jérusalem, y compris au 19e siècle et même au 20e siècle, ce n'est pas toujours simple. Hein. Il faut que ce point de captage soit sécurisé. Donc, sécurisation du point de captage, sécurisation de la canalisation, et ça, dans les archives, depuis elles existent au Moyen-Âge jusqu'aux années 30, l'appelait
c'est les bergers, je vous le dis, hein, parce que les bergers, quand ils ont besoin d'eau pour leur troupeau, ils donnent un petit coup. Ah, dommage, il y a une caillasse qui est tombée sur la canalisation en terre cuite. Ah, bah ça tombe bien, mon troupeau avait soif. Ou des gens qui cultivent un petit peu sur le coin, et c'est pas trop mal s'il y a des fuites hein, qui permettent d'arroser les terrasses en contrebas. Donc il faut contrôler non seulement le point de captage, mais tout, en fait, le tracé de cet aqueduc méridional, de ces aqueducs méridionaux, en fait, hein, parce qu'il y en a plusieurs, évidemment, avec siphon, sans siphon. Ceux qui sont les plus archaïques, en fait, donc qui ont le développement le plus vaste, en fait, c'est pas 12 kilomètres à vol d'oiseau, hein, c'est quasiment 40 kilomètres de canalisation. Il faut contrôler jour et nuit. Hein. Donc, on va avoir, par exemple, à l'époque mamelouk, la construction d'une citadelle qu'on appelle la citadelle des bassins au niveau d'Arthas, avec des gardes. Et ils sont là non seulement pour contrôler le captage, mais aussi pour en permanence patrouiller et éloigner les bergers et autres. Il faut ensuite contrôler le point de stockage quand on est à Jérusalem. Alors, le point de stockage à Jérusalem, vous le connaissez sans doute, jusqu'aux années 30. C'est où? Non. Piscine de Siloé, c'est un autre sujet. Je vais en parler une. Non. Là où il y a vraiment. Alors, pour stocker correctement de l'eau potable, il ne faut pas que ce soit une piscine à ciel ouvert. Piscine à ciel ouvert, ça sert plutôt pour les hammams, on va dire. C'est de l'eau quand même qui va stagner, qui est ouverte à tous les vents, à tous les. Donc, par exemple, la grande piscine du bassin de Mamila, dans le cimetière de Mamila, ça, c'est pour les hammams, qu'on appelle les hammams du patriarche. Il y a une canalisation entre les deux, mais c'est pour se laver, c'est pas pour boire. Euh, non, il faut que ce soit des citernes souterraines, sous l'esplanade des mosquées. Hein, vous savez que sous l'esplanade des mosquées, c'est pas un gruyère en fait, hein, mais c'est quand même un couvercle plan, mais reposé sur en fait une, une- une colline, hein, une éminence qui évidemment émerge au niveau du dôme du rocher, mais là, il y a là des milliers de mètres cubes, hein, et encore aujourd'hui, hein, quand vous baladez sur l'esplanade, vous voyez partout des bouches, enfin des puits en fait, hein, mais qui sont en fait des regards vers les citernes. Alors, donc là, bon, pas de problème, mais vous voyez ce que ça a comme incidence, que ça se passe à cet endroit-là, et ce que ça va avoir comme incidence à cette époque-là. C'est-à-dire, c'est l'esplanade des mosquées qui est le château d'eau de Jérusalem. Petit problème, vous avez été à Jérusalem, l'esplanade des mosquées, elle est en contrebas. Vous êtes d'accord? Relativement par rapport à la vieille ville. Quand vous êtes porte de Jaffa, vous descendez pour aller de presque partout. C'est une pseudo-acropole, c'est une acropole vue de juste en dessous, n'empêche que c'est quand même un point bas dans la vieille ville, relative. Donc, une fois que c'est là, on peut pas distribuer par hydraulique gravitaire. Donc, c'est des vendeurs d'eau. Hein. Et donc, on a plein de photos au 19e de ces vendeurs d'eau qui sont autorisés, et c'est une corporation qui sont autorisées par le Cadi, euh, par les autorités religieuses à puiser de l'eau à telle heure, à la vendre à tel prix. Enfin, il y a évidemment toute une histoire comme ça. Donc, captage, canalisation, stockage et puis distribution. On a parlé des vendeurs d'eau et on parlera plus tard des canalisations quand ça, c'est pour vous montrer que. Alors, ça, c'est un petit fascicule de John Irving Whitty de 1863. Donc, vous voyez, avant même la- l'expédition de Wilson, Proposed Water Supply for Jerusalem. Vous voyez, ça se publie à Londres. C'est un des fascicules qui est à l'origine de la mission de 1864. Et vous voyez qu'il y a, en plus de tout ça, effectivement, un imaginaire qui connecte effectivement avec le bassin de Siloé et la source de Gihon, parce que pour n'importe quel visiteur de Jérusalem, encore aujourd'hui, et à l'époque, la seule source d'eau courante, d'eau vive, on va dire, à Jérusalem, dans l'immédiat voisinage, c'est la source du Gihon. Cette fameuse source, hein, dont vous savez que les voyageurs médiévaux étaient très étonnés qu'elle ne coule pas le jour de Shabbat, par exemple. Bon, il y a plein d'imaginaires sur le Gihon. Vous savez que c'est la source de Siloé du Nouveau Testament, de la guérison de l'aveugle-né. Enfin, il y a évidemment plein de récits qui viennent se poser là-dessus. Et John Irving Mitty, sans rien savoir, puisqu'il n'a pas fouillé sous l'esplanade des mosquées, comme personne d'ailleurs depuis, il imagine des connexions entre le bassin du Gihon, slash Siloé, et le puits des âmes. Oui, vous êtes déjà descendu peut-être sous le dôme du rocher, là où on prie vraiment
de nombreux du monde, puis les âmes, et en fait, il y a tout un imaginaire qui est à la fois juif, islamique et chrétien, en fait, des sources du paradis, hein, qui seraient connectées à ça. Donc, il y a à la fois des connexions effectives, mais aussi des connexions imaginaires qui rendent toute cette question éminemment passionnante et qui permet aussi, sans doute, à ces gens qui cherchent à lever de l'argent pour ramener de l'eau potable de façon tout à fait concrète, de, d'intéresser, on va dire, les bourgeois et les mécènes d'Europe. Hop. Le contexte démographique de cette histoire, de mon histoire, enfin, de cette chronologie-là. En bleu, la population à l'intérieur des murailles, en rouge à l'extérieur des murailles. Vous le savez ça, hein, sans doute, mais ça se joue. Alors, on sait hein, que les bâtiments, les premiers bâtiments de Montefiore, en dessous du moulin, hein, ils sont construits en 1855, mais ça ne fait pas grand monde, hein, c'est quelques dizaines, puis quelques centaines de personnes. La vraie bascule, c'est les années 1880, avec une population extramuros qui se développe, avec une population intramuros, on voit qui sature, hein, c'est plein. Et d'ailleurs, on arrive à 35 000 habitants. C'est assez amusant. Aujourd'hui, il y a toujours 35 000 habitants dans la vieille ville de Jérusalem. Bon, vous avez remarqué, on n'a pas construit en hauteur. Hein. On n'a pas fait de densification. Je ne dois pas faire ça, c'est vrai. Et donc voilà, à partir des années 1890, hein, la population s'installe hors les murs. Et c'est très important pour notre affaire. Ce n'est pas seulement qu'elle va être plus nombreuse, c'est qu'elle ne va pas être installée au même endroit. 1886, le fameux plan d'Henri Nicole, plan topographique de Jérusalem et de ses environs, qui est levé au début des années 1880. Vous voyez, il n'y a encore pas grand monde à l'extérieur. Quelques colonies juives, hein, c'est ce qui va devenir Méaché Harim, la première rue de Méaché Harim, là, que vous voyez se dessiner en haut de ce cercle, 1886, et regardez bien, hop, 1895. C'est net, hein, en moins d'une dizaine d'années, c'est vraiment le moment où la population massivement s'installe au nord-ouest de la muraille. Pourquoi au nord-ouest? Pour une raison bien simple, c'est qu'on ne peut pas s'installer ailleurs. Vous savez qu'il y a un ravin du côté de l'est, il y a un ravin du côté du sud. Il y a une vallée quand même relativement creusée du côté sud-ouest. Hein, donc l'aire d'extension, c'est ouest, nord-ouest, nord. Comme aujourd'hui en fait. Hein. Le problème, c'est que cette ville du nord-ouest, elle est située beaucoup plus haut que la vieille ville de Jérusalem. Donc, on a déjà dit que l'esplanade des mosquées, c'est-à-dire le lieu de stockage, c'était plus haut, c'était plus bas que le reste de la vieille ville, mais la vieille ville dans son entièreté est plus basse que Jérusalem ouest-nord-ouest. Vous savez, quand vous prenez la rue de Jaffa et si vous suivez le tramway, vous n'arrêtez pas de monter. Hein. Vous n'arrêtez pas de monter, vous n'arrêtez pas de monter jusqu'au musée, en gros. Hein. Ouais. Vous montez pas mal, hein. Vous arrivez à 880 mètres là-haut, ouais, hein, à Roméma. Quand vous êtes sur l'esplanade des mosquées, vous êtes à 740 mètres. Hein. Donc il y a quand même 140 mètres de dénivelé. C'est la moitié de la tour Eiffel, c'est pas rien. Donc, vous voyez que ce système ancien, en fait, va se heurter aux modifications démographiques de la vieille ville. Non seulement il y a de plus en plus de monde, donc il y a de plus en plus de besoin d'eau, non seulement ces nouveaux habitants consomment individuellement de plus en plus d'eau, mais en plus ils sont situés bien plus haut que les habitants de la vieille ville. Donc trois problèmes. Et puis on a un contexte pluviométrique, parce que Jérusalem, effectivement, il y a ces aqueducs méridionaux, mais en réalité, quand on regarde comment s'alimentent les habitants de Jérusalem, c'est principalement de l'eau pluviale qui est captée sur les terrasses, sur les coupoles, par un système de gouttières et par un système de filtres extrêmement élaboré, filtre de sable, filtre de charbon, les deux, hein, avec toute une chronologie. La première pluie du mois de septembre-octobre, on bouche les accès aux citernes. Pourquoi? Parce que les toits sont dégueulasses, les citernes aussi, c'est plein de rats morts, etc. Il ne faut surtout pas que cette eau arrive dans les citernes. On va s'en servir de cette première pluie, on va juste s'en servir pour nettoyer les voitures, nettoyer les filtres et nettoyer les gouttières. Et puis ensuite, on met en place les filtres et tout l'hiver, il pleut. Et comme vous le savez, sans doute, il pleut pas mal à Jérusalem. Alors, il pleut moins aujourd'hui. Hein, on a une sécheresse qui est en train de s'installer et qui devient très récurrente
Et on a très souvent des années à 280, 300, 350 mm en ce moment. Mais sur la période, si on fait une moyenne, sur la période, il pleut à peu près 600 mm d'eau par an à Jérusalem, ce qui veut dire autant qu'à Paris. Hein. Sauf que ce n'est pas 12 mois de l'année, c'est 6 mois de l'année, comme vous le savez, d'octobre à avril. Hein. Et c'est des épisodes très violents. Hein. Ce pas des petites pluies, ce n'est pas Londres ou Paris. Hein. C'est quand il pleut à Jérusalem, il pleut très fort. Et vous savez aussi qu'à Jérusalem, il y a peu de sol. Hein. Il n'y a pas beaucoup de terre, ni à Jérusalem, ni autour. Hein. C'est un sol rocheux. Donc, ça ravine, est très pentu, ça ravine, ça dévale, et ça part où? Dans le Kidron, et vous retrouvez ça qui inonde la route 2 heures après à la mer Morte. Hein. Vous êtes déjà sans doute passé par là. Donc, la pluviométrie est très importante parce que quand il pleut correctement, les citernes domestiques, et toutes les maisons ont une citerne, tous les logements, et jusqu'à la période du mandat britannique, on ne peut pas construire un logement, quelle que soit sa taille, sans construire une citerne en dessous. Hein, sinon, on n'est pas autorisé à construire. Les institutions également ont des citernes, tous les bâtiments ont des citernes, c'est obligatoire. Hein, et euh, donc, vous voyez qu'il y a des périodes, il y a des années, il y a des bonnes années, on va dire. Alors, évidemment, c'est des doubles années hein, que j'ai mis 1911-1912. Ce qui compte, c'est l'hiver 1911-1912. Enfin, c'est la saison pluviométrique. Il y a des bonnes années, puis il y a des mauvaises années. Quand on s'approche un peu, on voit que les années 1880, 1890, c'est pas mal du tout. Hein. Il pleut presque toujours plus que la moyenne. Et moi, ça m'avait éclairé parce que il y a des projets hydrauliques à ce moment-là, mais je me rendais compte qu'ils n'arrivent jamais finalement à être financés ou mis en. C'est sans doute parce qu'il pleut abondamment, que les citernes sont pleines et que le gouverneur ottoman il a sans doute mieux à faire. À l'inverse, regardez les années 20 et le début des années 30, crise pluviométrique massive, avec en plus un contexte d'immigration très forte, de construction et d'expansion urbaine à Jérusalem. Donc retenez bien que les années 20, les années 30, c'est très compliqué, alors que les années 1880, 1899, ça va mieux. On peut zoomer encore et on peut repérer qu'il y a des crises pluviométriques majeures, c'est-à-dire des années où, en avril, la population se retrouve avec des citernes qui sont aux 2 tiers vides. D'accord? Et retenez bien que à Jérusalem, dans ces années-là, et jusqu'aux années du mandat y compris, eau potable ne veut pas dire la même chose que pour nous. Nous, comme vous savez, on utilise la même eau pour faire le biberon des nouveau-nés ou pour tirer la chasse d'eau. C'est un peu délirant. Ou pour laver la voiture, ou pour arroser la pelouse. Ce qui est délirant. Dans ces contextes-là, dans ces contextes, on va dire, contraignants, on s'en rend compte tout simplement avec les archives des corporations de vendeurs d'eau. Il y a plusieurs eaux et il y a plusieurs prix d'eau. Il y en a au moins 5. La moins chère, c'est vraiment le fond de cuve en fin de saison sèche. Ça vaut presque rien, mais ça permet quand même, par exemple, de laver les sols. Ça permet de laver les sols, c'est une eau très très boueuse. Elle a une valeur. Ensuite, on a une eau qui permet de laver le linge. Elle peut être terne, elle peut être opaque, mais pas boueuse. Sinon, votre linge se retrouve marron. Mais elle n'a pas besoin d'être potable du tout hein, pour laver. Il suffit de la faire bouillir. Voilà. Ça, c'est l'eau pour le linge. Ensuite, vous avez l'eau pour la soupe. Et ça, voilà, c'est une eau intermédiaire, on va dire. Il est impossible de la boire. Même les Jérusalémites voilà, ne peuvent pas la boire, sinon ils ont une diarrhée immédiatement. Par contre, mettre des légumes dedans, mettre de la viande dedans, mettre du gras dedans et faire cuire ça pendant une demi-journée, ça marche. C'est l'eau pour la soupe. La quatrième eau, qui vaut encore plus cher, c'est l'eau potable pour tout un chacun. Si vous êtes en bonne santé, vous êtes un adulte, homme ou femme, vous pouvez boire cette eau, surtout si vous êtes habitué localement, il ne va rien vous arriver. Ça, c'est l'eau, on va dire. Voilà. Et puis la cinquième eau, la plus chère, mais qui en réalité n'est pas dans les citernes, c'est plutôt l'eau de la source du Gihon. C'est ce qu'on appellerait, nous, l'eau minérale. C'est l'eau, dans les archives, c'est l'eau, on dit c'est l'eau pour les mâles portants, les personnes âgées ou les nouveau-nés. C'est l'eau pour les biberons, effectivement. Mais vous voyez, c'est beaucoup plus rationnel. Hein. On n'utilise pas la même eau, tirer la chasse d'eau, et pour
soigner sa vieille grand-mère. Donc il y a toute une culture hein, de l'eau en fonction des... Évidemment, l'eau est de plus en plus chère au fur et à mesure des saisons. On ne fait pas son linge quand il y a peu d'eau. Enfin bref, il y a évidemment toute une culture de ça. Ça fait déjà quoi? Ça fait 25 minutes que je parle quand même. Hein. On va, alors, donc je vais juste, mais très rapidement, on va prendre ces 3 années et je vais essayer sur ces 3 années de vous raconter 3 petites histoires qui, qui sont chacun logées à l'intérieur d'une des 3 parties de ma thèse et qui illustrent un moment de cette histoire hydraulique de Jérusalem. Un moment plutôt patrimonial, 1870, un moment plutôt, on va dire, administratif et modernisateur, 1901, un moment plutôt géopolitique et conflictuel, 1925. Donc, premier point, ce moment patrimonial. Dans ma thèse, effectivement, je m'interroge sur cette question de la source, sur cette obsession des sources qu'ont les archéologues qui arrivent à Jérusalem. Pourquoi? Ça, je l'ai compris assez tardivement, mais en lisant toutes ces sources imprimées en série. Ils sont paumés. Ils sont paumés. Ils ne savent même pas où est la cité de David. Hein. Vous savez que la cité de David, elle s'est baladée plusieurs fois. Elle a même été du côté de Mamilla à un moment, complètement à l'opposé de là où elle est aujourd'hui. Ils n'y retrouvent pas leur latin ni leur Bible. Il y a un truc qui les rassure, c'est les sources. Ils se disent, la source, elle n'a pas bougé. Et ils ont raison. Euh, et donc, quand ils sont devant la source de Guyonne, ils sont extrêmement émus, et ils ont sans doute raison d'être émus, parce qu'ils se disent qu'ils sont devant quelque chose qui existait à l'époque de l'Ancien Testament et à l'époque du Christ. Donc, pourquoi pas y poser, par exemple, la guérison de l'aveugle-né, puisque c'était a priori une ovie. Vous voyez. Donc, il y a vraiment, dans les textes des archéologues et des premiers topographes de la Bible, cette obsession de la source, des sources, avec justement des connexions, etc. Ils se livrent à des expérimentations super. Ils goûtent, par exemple. Ils goûtent l'eau quelque part, du côté des Dames de Sion, de la porte de Damas, il y a une petite résurgence et tout, alors ils goûtent. Et après, ils courent, ils essaient de se souvenir de, hop, ils goûtent l'eau à Guyonne pour se demander s'il y a des connexions ou quoi. Bon. Parfois, ils commencent à faire ce qu'on appelle des tests de fluorescence. Ils balancent des colorants, comme on fait dans le Midi, hein, où ils balancent de la terre rouge. Regarde, après, c'est ça. Voilà, vous voyez, pour voir des connexions. Donc, ils s'intéressent beaucoup aux sources, ils s'intéressent beaucoup aux aqueducs méridionaux, parce que cet aqueduc, vous savez sans doute hein, qu'il y a, y compris dans les sources chez Flavius Joseph, le fait qu'une des révoltes juives est due au fait que Ponce Pilate a prélevé, Ponce Pilate quand même, a prélevé sur le trésor du temple pour faire construire ou reconstruire ou restaurer l'aqueduc méridional. Donc on a bien dans l'idée que cet aqueduc méridional, cette suite d'aqueduc méridional, il a une origine quand même très très ancienne. Pourquoi pas le faire remonter jusqu'à Salomon, et tout. Hein. Il a le dos large, il a construit le premier temple, donc forcément, il a construit un aqueduc pour amener de l'eau au premier temple. Donc c'est l'aqueduc de Salomon. Les citernes. On va s'intéresser à la citerne des Dames de Sion au cours de l'été du 170. Vous savez où est le couvent des Dames de Sion, vous y avez sans doute déjà été. Mais là, je l'ai recalé sur un plan de Wilson de 1865, mais colorisé en 1876. D'ailleurs, vous voyez colorisé avec une attention très forte hein, portée à l'eau. Là, vous retrouvez vos bassins, hein, bassin du Sultan, là, au sud-ouest. Alors, Sainte-Anne n'a pas encore fait ses fouilles. Hein. Vous voyez, il n'y a, a pas les bassins là, juste au nord de Sainte-Anne, mais Birket Israël, là où il y a maintenant un parking, bassin du Patriarche, hein, près du Saint-Sépulcre, en pleine vieille ville, qui en fait alimente essentiellement les hammams qui se trouvent là. Et puis, l'aqueduc méridional, vous le voyez ici, il arrive comme ça, il fait le tour du bassin du Sultan. Ça, c'est la route actuelle, hein, ça, c'est la route qui va, en gros, aujourd'hui, de la porte de Jaffa vers Bethléem-Hébron. Hein. L'aqueduc, il fait le tour de la colline de Sion, c'est logique. Il rentre dans la vieille ville juste à côté de la porte des Maghrébins, il longe le quartier des Maghrébins, il passe sous le souk des Cotons, et là il y a un certain nombre de hammams, c'est logique. Il rentre dans l'esplanade des mosquées et il va alimenter cette belle fontaine
l'ablution que vous connaissez, hein, qui est toujours aujourd'hui là, entre la mosquée Al-Aqsa et le dôme du Rocher. Euh, le couvent des Dames de Sion, il est situé non seulement en bordure de la Via Dolorosa, qui est ici, mais juste en face du sérail, du palais du gouverneur, réputé pour être aussi d'ailleurs peut-être une prison à l'époque du Christ. D'où évidemment son succès rapide. Sous ce couvent des Dames de Sion, on vous a sans doute déjà amené dans la citerne. Mais je vais vous parler de la citerne d'avant 1870, donc pas de la citerne d'aujourd'hui. Cette citerne, a priori, elle est située sous le couvent. Les Dames de Sion, Ratisbonne a acheté la propriété, donc a priori, il possède la citerne. Vous êtes d'accord? En droit ottoman, comme en droit commun d'ailleurs, une citerne constituée d'eau stagnante captée par ses propres terrasses, c'est à vous. L'eau est à vous. D'accord? Alors qu'une eau de source, c'est de l'eau courante et c'est plutôt de propriété publique. Toute chose égale par ailleurs. Hein. Vous savez que si vous avez un terrain et que vous avez un petit ruisseau qui coule sur votre terrain, vous n'avez pas le droit de couper absolument le ruisseau et de faire, je ne sais pas quoi, de le mettre en bouteille et de le vendre. Les gens qui sont à l'aval de votre jardin ont un droit sur ce ruisseau. L'eau courante est plutôt de propriété publique, l'eau stagnante, souterraine, que vous captez, vous, avec votre système de gouttière, vous appartient. Donc, si c'est une citerne, pas de problème. Si c'est une source, c'est plus compliqué. Et puis, il y a quand même, en droit ottoman comme en droit français, des considérations complexes sur la propriété du sol, hein, la propriété foncière, la propriété du bâti et la propriété du sous-sol. Toutes choses égales par ailleurs encore, et on est à Jérusalem, il y a plein de, 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 de concessions plus ou moins reconnues, pas reconnues, etc. Mais vous voyez, cette citerne, si on zoome un peu, d'abord, elle n'est pas complètement en dessous du couvent, c'est même rien de le dire. Elle est essentiellement pas en dessous du couvent, si on veut être tout à fait honnête, avec toute l'amitié qu'on a pour nos chères dames de Sion. Elle est en partie pas sous le couvent, elle est en partie sous la Via Dolorosa, et elle est même en partie sous le sérail, le palais du gouverneur. Donc quand elles disent que c'est leur citerne, c'est un peu compliqué. Euh, le 15 mai 1870, l'abbé Richard, qui est un hydrologue, un peu hydrologue du dimanche, hydrogéologue même, qui s'intéresse beaucoup, qui habite dans la région de Rennes, publie à la demande du gouverneur ottoman un rapport, hein, recherche et des situations et sources pour la ville de Jérusalem par l'abbé Richard, publié sur les presses franciscaines le 15 mai 1870. Hein, et c'est un rapport qui est remis à son Excellence Kamel Pacha, gouverneur de Jérusalem, comme vous le voyez. Dans son rapport, alors il dit bah, Jérusalem manque d'eau, etc. Il y a peu d'eau, il y a la source de Gihon, mais elle est trop basse, évidemment. Est-ce qu'il y a d'autres sources? Évidemment, la demande du gouverneur. Je vous rappelle que c'est une crise pluviométrique. Hein. Donc, ça pétitionne, ça écrit, personne n'est content, les citernes sont vides, etc. Donc, il faut bien que le gouverneur fasse quelque chose. Et ce qu'il fait, il commande un rapport. Ça, c'est logique. Et le rapport était bien commandé parce que la citerne des Dames de Sion devient Aïn Kamel Pacha. C'est un peu gros, mais ça marche. Donc, Aïn, vous savez en arabe, ça veut dire la source. C'est plus une citerne, c'est une source. Donc, sa propriété privée est déjà à limite. Et elle ne s'appelle plus des Dames de Sion, elle s'appelle Kamel Pacha. C'est carrément le nom du gouverneur. C'est la source qui a le nom du gouverneur. A priori, c'est propriété publique. De fait, tous les observateurs de l'époque et d'aujourd'hui savent que cette citerne, elle n'est pas entièrement alimentée par les gouttières. Il y a un petit canal qui arrive du nord-ouest et qui arrive de quelque part du nord de la porte de Damas avec une petite résurgence par là. Vous savez qu'il y a une petite vallée là. Hein, voilà. Et donc, alors on ne sait pas dans quelle proportion. L'eau, elle sourd d'où, de là, de lit. Bon. Et puis en plus, on soupçonne aussi, parce qu'il y a un canal aval qui rentre dans l'esplanade des mosquées. Et donc qui possiblement, peut-être par trop plein, alimente les fameuses citernes publiques de l'esplanade des mosquées.
Donc, vous voyez, le statut de cette citerne est, euh, on va dire, discutable et discuté. Et Kamel Pacha, qui est un gouverneur hyper intelligent, on le voit sur d'autres affaires, mène bien son affaire et arrive en fait à diriger l'opinion publique de Jérusalem, pas grand, hein, Jérusalem à l'époque, sur ces dames de Sion qui sont là depuis pas très longtemps, hein, une quinzaine d'années, et qui s'approprient l'eau publique. Et le problème, c'est ça. Le problème, c'est ça. C'est toutes ces congrégations qui, en fait, creusent, pompent et privatisent la ressource publique. Ça devient une affaire d'État, littéralement. C'est-à-dire que, évidemment, le consul de France s'interpose, et ça se bagarre, hein. Des janissaires descendent dans la citerne, essayent, enfin, démontent la pompe des dames de Sion, alors qu'elles sont sans coup. C'est des sœurs en plus, c'est des soldats, bon, je ne fais pas de dessin, ils sont vraiment, quand on regarde leur bière, c'est assez, ils sont vraiment extrêmement fragilisés. Le consul descend, s'interpose, dit que c'est une propriété française, on va faire quelque chose. Do you want me to go back? Non, mais c'est vraiment, on a un discours de souveraineté française, c'est une, c'est une congrégation protégée par la France, etc. Ça passe donc au gouverneur de Damas, hein, on est en 1070, on est 2 ans avant que le Sanjak de Jérusalem devienne autonome et se défasse de la tutelle de Damas et passe sous contrôle direct d'Istanbul. Ça, c'est 1072. Mais en 1070, le gouverneur de Jérusalem, c'est un sous-gouverneur, en fait, hein. Et son supérieur, c'est le gouverneur de Damas, le valide de Damas, hein, qui est quand même beaucoup plus, quand même autre chose, Damas. Donc, gouverneur de Damas et donc consul général de Damas, pof, ça monte d'un cran, qui se déplacent tous les deux. Le consul général de Damas français, le valide de Damas, ils arrivent à cheval, ils regardent, ah, c'est compliqué, ça, oui. Ça passe à Istanbul. Ambassadeur de France auprès de l'Empire ottoman, à Istanbul, gouvernement ottoman. Ça monte. Et puis ça monte à Paris, ministère des Affaires étrangères. Ça devient véritablement une affaire d'État sur quand même une citerne qui est pas, elle est sympa cette citerne, mais c'est pas non plus la solution. C'est évident que c'est pas la solution à la. C'est pendant l'été 1870, il y a une guerre hein, à ce moment-là entre la France et l'Allemagne. Euh, il y a un empire qui chute, il y a donc en plus le consul général, c'est compliqué, c'est même pas s'il est encore en poste, l'ambassadeur non plus. Enfin bon, évidemment, les Ottomans tirent profit hein, de cette situation un petit peu délicate pour la France à ce moment-là. Bon, finalement, je vous le fais court, à un moment, ils descendent, ils mettent une table et ils signent, ils se disent, bon, on va faire simple, on coupe la citerne en deux, et c'est la situation actuelle. Hein. Ça finit toujours par un mur de séparation. On met un mur à l'aplomb à peu près de la propriété de la Via Dolorosa. Donc les dames de Sion gardent tout ce qui était, ce qui est plutôt correct, hein, comme gardent toute cette partie nord, on va dire, de la citerne, y compris ce qui n'est pas sous leur propriété. Et à partir de l'aplomb de leur mur, Via Dolorosa plus sous le sérail, c'est propriété publique. D'accord? Et aujourd'hui, quand vous, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, cette balade, cette fameuse balade par le tunnel de 1996, du mur occidental prolongé par le nord, vous terminez, c'est logique, hein, vous terminez dans la citerne des Dames de Sion, mais en fait, vous terminez dans un petit tiers de la citerne des Dames de Sion. Elle est grande quand même, hein, elle est très très longue, et puis vous sortez. Mais de l'autre côté, si vous allez chez les Dames de Sion, vous avez l'autre côté, et entre les deux, vous avez un mur, et le mur que vous avez sous les yeux aujourd'hui, il date de 1070. Donc vous voyez des conflits patrimoniaux qui sont très très visibles à cette date-là. Deuxième crise, deuxième point d'observation, on va accélérer, qui nous permettent de voir un peu plus clair sur les enjeux administratifs et de modernisation. Donc dans ma thèse, je travaille évidemment sur le WACF hydraulique de Soliman le Magnifique. Pourquoi? Parce que au XVIe siècle, Soliman le Magnifique, vous savez, celui qui a fait les murailles de Jérusalem, il a aussi fait les très belles fontaines ottomanes que vous voyez dans la vieille ville. Et il a aussi évidemment restauré l'aqueduc. Et sur certaines fontaines, la dédicace est tout à fait claire. Soliman porte le prénom de Salomon et il se considère comme un second Salomon sur la terre. Hein. C'est vraiment, il joue complètement de cette écho-là. Donc, et donc l'aqueduc, à ce moment-là, dans les sources ottomanes, on l'appelle plutôt l'aqueduc du sultan Soliman, capte un petit peu la mémoire salomonienne. Mais en même temps, donc il y a ce WACF hydraulique
de Soliman Lorentzil qui est toujours actif jusqu'en 1917. Donc, il y a des terres, il y a de l'argent pour à peu près entretenir l'aqueduc, à peu près payer la garnison dont je vous ai parlé à Arthas, à peu près réparer quand c'est cassé, etc. Mais en même temps, il y a une municipalité qui commence à prendre en charge des besoins des citadins et pas seulement des gens qui vont faire des ablutions dans le, sur l'esplanade des mosquées, y compris des gens qui vivent ailleurs dans la vieille ville de Jérusalem, y compris des non-musulmans, y compris des gens qui commencent à vivre à l'extérieur de la vieille ville de Jérusalem, parce que là, on est quand même en 1900. Et donc, le chantier hydraulique de 1901, donc crise hydraulique à nouveau. Euh, et là, je vous montre parmi plein de plans, le plan de l'ingénieur municipal Franck Gabet. Il est grec, comme son nom l'indique. C'est un plan français, évidemment. Vous l'avez en coupe sur la droite, vous l'avez en plan ici. Moi, j'ai rapporté par-dessus des couleurs. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs projets. Un projet simple, c'est le projet en bleu. C'est juste de restaurer ce qu'on appelle l'aqueduc inférieur. Donc, on part seulement d'Artas, pas d'Aroub. Et on part du bassin inférieur d'Artas. Et on a, c'est l'aqueduc qui a le développement le plus ample. Mais comme on part de plus bas et qu'on a un développement très ample, on arrive bas. Et donc, en fait, c'est l'aqueduc qui arrive. Hein, vous voyez ce fameux tournant que je vous ai déjà montré tout à l'heure. Il arrive là, il fait le tour de la fontaine du Sultan, il fait le tour de la colline de Sion, il rentre et il alimente, il réalimenterait mieux l'esplanade des mosquées. Mais ce n'est pas idéal. Le deuxième projet qui est plus ambitieux, c'est de restaurer ce qui avait peut-être été un aqueduc supérieur à l'époque romaine. On n'en sait rien, mais ce n'est pas grave. Vous voyez que ça part d'un point plus haut, qui est non pas le bassin supérieur d'Artas, mais la source d'Artas. On part plus haut, on part en ligne directe par un système de siphon et on peut amener l'eau, où ça? Sur la colline de Roméma. Alors, la colline de Roméma, c'est, vous voyez le pont là, très moche, à l'entrée de Jérusalem aujourd'hui, qu'on appelle la harpe de David, une espèce de pont suspendu. Quand vous arrivez de l'aéroport, avec le tramway, et ben c'est là, la colline de Roméma. C'est le point le plus haut de Jérusalem, vous ne pouvez pas faire plus haut. Après, vous dévalez, hein, comme vous le savez, de tous les côtés, vous voyez, vous dévalez. Donc, pour des raisons hydrologiques simples, Franck Diabet se dit, on est en 1889, la population se développe à Jérusalem-Ouest, donc à un point plus haut que la vieille ville. Il faut stocker l'eau, il faut créer un château d'eau au-dessus d'eux pour ensuite, par, par gravitaire, on va créer des canalisations et on va pouvoir créer des points d'eau dans la ville. C'est tout à fait logique. Et vous allez voir les incidences que ça va. Et puis, il y a la possibilité éventuellement de connecter tout ça à Aroub pour alimenter, pour augmenter les débits, augmenter les débits, soit en direct avec l'aqueduc rouge, soit avec un aqueduc vert qui viendrait en fait se rebrancher dessus. Euh, Ça, c'est un document qui reprend, qui est évidemment une copie du WACF hydraulique impérial de 1541, qui est conservé aujourd'hui toujours dans les archives des WACF à Abu-Dis, à l'est de Jérusalem et du mur de séparation actuellement. Euh, Juste pour vous montrer que c'est encore aujourd'hui, si on demande une copie du document à cette administration des WACF, ils l'ont. Hein. C'est un WACF qui existe encore juridiquement. Frangia va donc faire en partie ces différents projets. Ce qui est intéressant, c'est que cette fontaine, vous avez peut-être déjà vu sur des cartes postales. Alors là, c'est évidemment une photo d'avant 1907. Il n'y a pas la tour de l'horloge. Ça, c'est après 1907 et avant 1920. Il y a la tour de l'horloge. Vous voyez où vous êtes. Vous êtes porte de Jaffa. Une très belle fontaine, très ottomane, bichrome. Elle porte le tout gras du sultan. Elle a été détruite par les Britanniques. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle est inaugurée le 1er septembre 1900, qui est le jour du jubilé des 25 ans de règne de Abdulhamid II. Hein, donc vous voyez que, et on voit très bien dans les archives qu'il s'arrange pour qu'évidemment ça tombe un jour important dans la chronologie sultanienne. Donc vous voyez que ce waqf sultanien de Soliman, il est toujours actif, il est toujours présent dans les mémoires et y compris dans les financements. Hein. Ça, c'est un financement qui est très largement sultanien, financement exceptionnel. Il y a un autre projet plus ambitieux, avec notamment une canalisation qui commence à être en partie en métal, qui est mené à bien et qui est inauguré le 27 novembre 1901. 27 novembre, c'est le jour de l'anniversaire personnel du sultan. Pas jubilé de son règne, mais anniversaire personnel. Vous voyez encore une date intéressante. Ça, c'est une photo absolument
sublime, je trouve qu'il raconte beaucoup de choses de cette histoire qui n'est pas seulement qu'une histoire hydraulique. On est face à la mosquée Al-Aqsa, d'accord? On a le bassin d'ablution derrière soi et le dôme du rocher derrière soi, donc on regarde plein sud. De l'ouest, donc on va dire de la porte des Maghrébins, arrive une canalisation en fer, vous la voyez. Et cette canalisation en fer, évidemment, alors c'est absurde, elle ne va pas rester là, c'est juste pour la photo et pour la cérémonie. On lui a mis 3 robinets, un, deux, trois. On a mis un petit pavé au-dessous. On a ouvert les robinets pour montrer que l'eau coule. Elle coule par 3 robinets. Il y a du débit. Hein. Ça arrive de Arthas. Hein. Et on convoque évidemment le banc et l'arrière-banc et on décore la mosquée à l'Aqsa où il y a la verdure, où il y a les drapeaux, où il y a tout ça, où il y a la musique municipale, ottomane et tout ça. On a une belle cérémonie ottomane, splendide. Et on a de gauche à droite le maire de Jérusalem, Youssouf Zia Al-Khalidi, un de mes personnages préférés, arrière-grand-oncle des Khalidis, historiens palestiniens américains actuels. On a le Cadi ensuite, non, le Moufti, pardon, on a le Cadi ensuite, turban blanc plus large. On a ensuite le gouverneur civil au milieu, cercle rouge, le gouverneur militaire, cercle gris, hein, grand sabre, et puis à droite, Franck Gabet, l'ingénieur, qui est là. Hein. Et vous voyez, alors ils font tous une prière musulmane, hein, ils ont les mains ouvertes, hein, comme ça. Franck Gabet, il est orthodoxe, il est chrétien, hein, évidemment. Lui, il est comme ça. Hein. Il est le seul qui a les mains jointes discrètement, mais les autres, hein, vous voyez, regardez les personnages sur la gauche, hein, tout le staff de la mosquée et tout ça, ils sont évidemment dans une signe de prière musulmane. Ce qui est intéressant, c'est que le 27 novembre 1901, l'après-midi, on organise une deuxième cérémonie en contrebas de la vieille ville de Jérusalem. Vous allez reconnaître cette vue. En arrière-plan, vous avez le quartier de Yemin Moshe, Mishkenot Sha'ananim. Cercle jaune, on ne le voit pas bien, mais c'est le moulin de Montefiore, croyez-moi sur parole. Donc ça, c'est la route encore actuelle que vous empruntez si vous descendez de la porte de Jaffa et que vous partez vers Abou Tor, la gare ottomane, Bethléem et bon. D'accord? À votre droite, là, vous avez le bassin du Sultan, ici, qui est toujours là où il y a des concerts aujourd'hui maintenant. Et puis à votre gauche, la vallée du Hinnom. Vous voyez, la conduite, elle passe ici. Je ne sais pas si vous la voyez sur la route. Elle vient alimenter cette fontaine-là, qui existe toujours. Hein, vous arrivez à droite quand vous êtes en voiture. Et vous voyez, on l'a percée et regardez, on a fait jaillir l'eau. Vous voyez, l'eau jaillit assez haut. Hein. Toujours pareil, on veut montrer qu'il y a de la pression, il y a de l'eau. Hein. C'est vraiment une opération de communication. Voilà. Drapeau, feuillage, calèche, photo, voilà. Là, vous voyez, le photographe, il était sur le talus, là, hein, le talus de la colline de Sion, et là, hop, il est descendu. Il s'est mis au milieu du groupe. On retrouve les mêmes. On a toujours Franck Gabet, notre Franck Gabet qui est là, avec les mains jointes, ici. Cette fontaine qui existe toujours. Alors, la route, évidemment, a été bitumée. Aujourd'hui, la route, elle arrive à peu près à ce niveau-là. Donc, la fontaine, elle a l'air un peu. Mais bon, elle est toujours là. Derrière, vous avez Mishkenot Sha'ananim ici. Et puis là, on ne voit pas bien, mais pareil, croyez-moi sur parole, si on zoome, c'est dans les archives du PEF. Hein, c'est Konradchik qui a pris la photo. Konradchik, grand érudit local, correspondant occasionnel du PEF. Donc cette photo, le tirage original, on le retrouve à Londres, dans les archives du PEF, décrit par Konradchik. Et là, on a plein de juifs qui habitent à Yemin Moshe. Et Albert Antebi, conseiller municipal de Jérusalem à cette époque-là, que dans les archives françaises on appelle le consul des Juifs, qui n'est pas du tout, hein, mais un haut représentant de la communauté juive de Jérusalem, directeur de l'école de l'AIU, de l'Alliance israélite universelle à Jérusalem, personnage très important, a insisté pour que la conduite d'eau n'aille pas seulement dans la vieille ville de Jérusalem, mais alimente aussi cette fontaine-là pour les Juifs de Yemin Moshe et de Mishkenot Sha'ananim, avec un discours justement sur le bien commun, en disant, vous voyez, c'est un waqf islamique qui finance cette restauration, mais c'est pour tout le monde à Jérusalem, y compris évidemment les citadins juifs de Jérusalem. Donc il y a tout un discours, tout à fait assumé là-dessus. Et c'est un discours évidemment porté par la municipalité de Jérusalem,
institution trop méconnue, dont je parle plus dans Jérusalem 1900, ça c'est le petit bâtiment municipal que j'adore. Il est photographié en 1917 à l'occasion de la dernière célébration de l'anniversaire du sultan. Vous ne pouvez pas le voir parce qu'il s'est retrouvé ensuite sur la ligne verte. Il est juste en contrebas de la porte. Non, pas en contrebas. Il est en face de la porte de Jaffa, là où il y a aujourd'hui le Mamila Mall, hein, cette espèce de zone commerciale là. Et donc, en fait, de 1948 à 1967, il s'est retrouvé dans le no man's land, littéralement, et il a été rasé en 1968 par les Israéliens. Je termine là-dessus pour vous dire qu'évidemment, dans ces années 1900, on relie la question de l'adduction hydraulique avec d'autres enjeux de modernisation à Jérusalem. Là, vous voyez un avis d'adjudication municipale qui date de 1910, du 29 juillet 1910, qui est en français, hein, c'est vraiment une langue assez commune, c'est la langue commune de l'époque. Adduction à Jérusalem des eaux d'Ain Farah et des sources avoisinantes. Ain Farah, c'est la source au nord qu'on n'avait jamais véritablement mobilisée. Construction d'un tramway électrique et éclairage de la ville de Jérusalem par l'électricité. Bon, le tramway sera inauguré en 2010 seulement, hein, un siècle après, mais en 1910, on avait cette idée. Construction des égouts, canalisations dans différents points de la ville de Jérusalem, installation du téléphone à Jérusalem. Bon, la Première Guerre mondiale arrive, ces concessions vont être accordées, mais évidemment, les travaux ne vont pas pouvoir être faits. Mais vous voyez, il y a toute une littérature qui se développe, une littérature technique, rapport sur l'adduction des eaux, l'établissement d'un réseau de tramway électrique et d'un éclairage électrique à Jérusalem. Ça, c'est un rapport publié par un certain Meyers à La Haye en 1910. Vous voyez l'internationalisation de la question hydraulique. Quand on dit que Jérusalem est une ville-monde, c'est pas juste pour faire joli, c'est très vrai et très concret. On termine, je vais vraiment le faire en 5 minutes parce qu'on est trop long, sur la fin de la période, la guerre de l'eau, où là, évidemment, on s'attend effectivement que les enjeux géopolitiques, on est dans les années 20, dans les années 30, hein, vous le savez, que la chronologie fait que peu à peu, l'opposition entre le projet sioniste et les nationalistes palestiniens va se structurer, hein, va se formuler, va s'élaborer. Donc, effectivement, dès avant la Première Guerre mondiale, moi, je vois dans les archives sionistes, ce qu'on appelle les archives centrales sionistes, que la question hydraulique, évidemment, en zone rurale, mais y compris à Jérusalem, est prise en compte comme un enjeu stratégique. On considère dans les instances sionistes qu'il faut être attentif à cette question-là. Le général Allenby, quand il prend Jérusalem, s'intéresse beaucoup à la question hydraulique. Et les nationalistes palestiniens, tardivement, mais pas si tardivement que ça, en fait, au milieu des années 20, vont à leur tour se saisir de cette question hydraulique. Et on va parler de 1925. On est sur cette dernière crise hydraulique de 1924-25. Alors, les troupes d'Allenby, quand elles prennent Jérusalem en décembre 1917, elles arrivent avec leur technologie coloniale, elles disent qu'est-ce que c'est que ce bazar, etc. Et elles reprennent en fait le plan Frangia et elles installent une belle canalisation depuis Aroub. Hein, là, vous voyez la station de pompage à Birket à l'Aroub. Et à grand renfort, évidemment, de publicité dans la presse londonienne, dans la presse locale, pour dire que voilà, maintenant que les Anglais sont là, tout va bien aller. Dès la saison suivante, ça ne va plus du tout. Ça fuit, c'est pas assez. Enfin, voilà. Mais ça a marché pendant un moment. Ça a tellement bien marché que dans la presse arabophone, on appelait Allenby Al-Nebi, le prophète. Hein, c'est-à-dire celui qui a apporté l'eau avec lui en libérant également du joug ottoman. Encore une fois, pour vous dire le point auquel ces questions hydrauliques transportent, mobilisent des imaginaires. Ces travaux britanniques, évidemment, reprennent l'idée de Frangia d'amener l'eau le plus haut possible. De plus en plus, hein, il y a de plus en plus de population à Jérusalem-Ouest. Donc on ne peut pas s'en tenir à ce qui avait été fait en 1900-1901, juste un robinet, piscine du sultan, une fontaine à la porte de Jaffa et 3 robinets au bassin d'ablution du Haram el-Sherif. Donc vous voyez que le château d'eau du Haram el-Sherif est en train petit à petit d'être contourné et que la nouvelle canalisation, c'est celle-là, ça c'est celle qui amène l'eau, vous voyez la flèche là, celle qui arrive de Haroub/Artas, désormais, l'eau est stockée à Roméma. Si un jour vous retournez à Jérusalem, ce bassin existe toujours. Hein. Le bassin de Roméma est toujours
le château d'eau de Jérusalem, encore aujourd'hui. L'eau ne vient pas du même endroit. Je terminerai là-dessus. Mais le bassin, il est en place et effectivement, il est à la bonne place parce qu'il permet ensuite, c'est les canalisations que vous voyez en bleu avec les flèches dans l'autre sens, ça redescend vers les différents quartiers, d'accord? Essentiellement de la ville nouvelle. Ce qui est fascinant, ça c'est des archives que j'ai trouvées, ça c'est des extraits de ma thèse et des archives HAGM, c'est des archives municipales, archives du département de l'eau potable de la municipalité de Jérusalem à l'époque mandataire. Et ça, vous voyez, c'est un schéma sur les rythmes de consommation d'eau hebdomadaire. C'est fascinant. Et ça va nous permettre de montrer que ce réseau de distribution hydraulique, il est en fait essentiellement utilisé par les populations juives de Jérusalem. Comment on le voit? Les points hauts, c'est des vendredis. C'est moi qui ai ajouté les V. Hein. C'est des vendredis. Les points bas, très bas, c'est des samedis. Et entre les deux, c'est moyen. Qu'est-ce qui se passe? Comme vous le savez, dans les familles juives, on cuisine et on fait le ménage le vendredi, hein, depuis très très tôt jusqu'à 16-17 heures sans l'heure de Shabbat, on fait tout. Le ménage, le linge, la cuisine, la soupe, tout, tout, y compris on prépare à manger pour la semaine, d'accord? Et le samedi, on fait rien. Donc là, vous voyez, ce que vous voyez là, très clairement, c'est un réseau, et vous le voyez en plan, en fait, à gauche, c'est que ce réseau, vous voyez bien, et c'est tout à fait logique, en fait, on n'a pas défoncé les rues de la vieille ville pour faire passer des canalisations hydrauliques. C'est trop vieux, c'est compliqué, etc. Le réseau, il se déploie comme dans toutes les villes de l'époque. Hein. Il se déploie d'abord dans les nouveaux quartiers, avant éventuellement d'être rétro-branché dans les vieux quartiers. Donc, c'est un réseau qui bénéficie essentiellement, mais pour des raisons topographiques. C'est pas, là, il n'y a pas de projet, il n'y a pas de complot, il n'y a pas de complot britannico-sioniste là-dedans. C'est que il fallait amener l'eau à un point plus haut qu'auparavant et que dans la Jérusalem ouest et nord-ouest, même si on sait que les quartiers étaient beaucoup plus mixtes qu'aujourd'hui, la population, il y a davantage une population juive qu'une population arabe. 1925, crise hydraulique absolument majeure. Majeure, ça veut dire que les gens meurent de soif littéralement. Et puis alors là, on est en 1925, je peux vous dire, il y a une presse, il y a des journaux, il y a vraiment des systèmes de représentation, il y a un débat public, etc. Il y a vraiment une crise majeure. On est obligé de faire garder les points de distribution d'eau par l'armée britannique, pas que les gens viennent prendre de l'eau pendant la nuit. On garde les puits de l'esplanade des mosquées, etc. Enfin, c'est vraiment une crise majeure. Et donc, la décision du gouverneur du gouverneur britannique, c'est de détourner non plus une partie des eaux d'Artas, mais la presque totalité des eaux d'Artas vers Jérusalem. D'accord? Donc, on ne construit pas de nouvelles canalisations, mais ce qui se faisait à Artas avant, c'est qu'on prenait, on laissait aux habitants de la vallée d'Artas, maraîchers, cultivateurs et ceux qui avaient des arbres fruitiers, des vignes, des citronniers, etc., prendre toute l'eau qu'ils voulaient, et ce qui restait allait dans la ville. Et ça allait très bien comme ça. Là, la crise est tellement forte que le décret sur le détournement des eaux d'Artas est très simple. Interdiction des cultures maraîchères. On a le droit d'arroser que les arbres fruitiers, vignes et citronniers. Pourquoi? Parce que ça, c'est patrimonial. Si vous arrosez pas vos vignes et vos citronniers, ils meurent. Et là, pour vous dédommager, c'est pas évident. Si on vous demande de ne pas faire pousser de salade pendant un an, c'est plus simple. Vous pourrez toujours les faire pousser l'année suivante. Je vais pas y aller ce La soir. population d'Artas, qui est une population maraîchère, encore aujourd'hui, hein, Je suis en concurrence. c'est une vallée maraîchère. C'est les maraîchers, c'est de Oh, Jérusalem. c'est bientôt fini. Euh, on lui demande et on exige et on clôture la source. Elle n'a plus droit de faire du maraîchage. Et ce qui est intéressant, donc ça c'est des photos que j'ai prises moi-même, ça c'est la vallée d'Artas aujourd'hui, hein. Vous voyez, à la fois horticulture et maraîchage. Ça c'est le sanctuaire de l'Hortus Conclusus catholique, que certains d'entre vous connaissent peut-être, avec des sœurs sud-américaines. Ça, c'est les trois bassins. En bas, vous avez le bassin inférieur qui est immense. Hein. Encore aujourd'hui, au milieu, le bassin intermédiaire et en haut, le bassin supérieur. Ce qui est intéressant, c'est que
les villageois d'Artas vont s'organiser, vont pétitionner, etc. Et que moi, en tant qu'historien de l'eau à Jérusalem, c'est pas la première fois que les paysans d'Artas se plaignent qu'on leur pique tout ou partie de leur eau. Là, effectivement, on leur en prend plus, mais on trouve dans les années de sécheresse des pétitions, y compris à l'époque ottomane, des paysans d'Artas qui disent nous, pauvres paysans d'Artas, on nous vole notre eau pour les bourgeois de Jérusalem. En gros, pour les bains publics. C'est comme ça que c'est mis en mots. En 1925, c'est nous, pauvres Arabes d'Artas, les Juifs de Jérusalem nous volent notre eau. Et les deux sont vrais. C'est intéressant de voir la reformulation d'un conflit qui était auparavant un conflit, on va dire, ville-campagne, classique, qu'on trouverait dans beaucoup d'endroits du monde. Une grande ville qui prend de l'eau dans son arrière-pays pour subvenir à ses besoins. Et généralement, dans une ville, la pluie de la surface de la ville n'y suffit pas, donc il faut, voilà, ça c'est un conflit parfaitement banal. Et ce même conflit est, vous voyez, reformulé comme un conflit nationaliste entre des Arabes d'Artas, musulmans, chrétiens, il y a beaucoup de chrétiens à Artas, contre des Juifs de Jérusalem, nouveaux arrivés, ils ne savent pas, en plus, ils ne sont pas comme nous, ils n'ont pas fait leur citerne, ce qui est vrai, sous leur maison. Il y en a quelques-unes à Yémin Moshe dans les plus vieux quartiers de Jérusalem-Ouest, mais en 1925, ce n'est plus le cas. 1925, c'est aussi l'inauguration de l'université hébraïque. N'oubliez jamais que pour construire en maçonnerie, même avant le béton, il faut beaucoup d'eau, énormément d'eau. 1925, c'est un des pics migratoires. Donc, il y a vraiment un discours qui commence à articuler la spoliation des terres avec la spoliation hydraulique. Voler l'eau, c'est comme voler la terre. Donc, vous voyez un espèce de nationalisme hydraulique palestinien qui se met en place avec donc pétition, appel juridique, recours juridique. La cour locale reconnaît que c'est une mesure discriminatoire puisque la plupart de ceux qui en bénéficient sont juifs et que la plupart de ceux qui en pâtissent sont arabes, donc c'est discriminatoire. Donc elle casse la décision. Appel du gouverneur au Privy Council, qui est la cour d'appel de l'Empire, à Londres. Vous voyez encore, comme c'est. Et le Privy Council casse la première décision en disant ça ne peut pas être une mesure discriminatoire parce que dans le mandat britannique, il n'y a que des citoyens palestiniens, qu'ils soient juifs, chrétiens ou musulmans, donc il ne peut pas y avoir de discrimination. C'est toujours pareil, si on ne catégorise pas les. Voilà. Et donc, la mesure est donc confirmée. Et pendant cette année-là, effectivement, les eaux d'Artas vont être détournées et ça va donner lieu à plein de conflits. Je termine pour vous dire que cette histoire, elle bascule dans les années 30 parce que dans les années 30, à Jérusalem, comme dans plein d'autres endroits dans le monde, on se met à maîtriser à peu près la technique du pompage hydraulique. On sait pomper de l'eau à un point bas pour l'amener à un point haut. Et puis, on a des canalisations qui résistent à la pression parce que ce n'est pas tout pompé. Quand vous montez de l'eau du niveau zéro de la mer jusqu'à 800 mètres à Jérusalem, il faut des canalisations qui tiennent la pression. Et donc, le projet qui va se mettre en place et qui va effectivement être construit, c'est le projet de Ras Al-Ain, Rosh Ha'ain en hébreu. Quand vous vous baladez par là sur l'autoroute 6, vous allez voir Rosh Ha'ain, la tête de la source, en arabe et en hébreu. C'est la rivière Odja, celle qui passe à Tel Aviv. On pompe dans cet endroit où il y a évidemment beaucoup plus d'eau, dans la plaine littorale. 4 stations de pompage intermédiaires, vous les voyez, c'est les ronds bleus. Le long, en gros, de la route numéro 1, à peu près là où il y a l'aéroport, et puis vous montez l'Aude, tout ce que vous voulez, jusqu'à Roméma. Et vous voyez là, en coupe, ici, en 1936, le réservoir de Roméma qui était déjà utilisé pour stocker les eaux de l'aqueduc méridional et un petit peu de l'aqueduc septentrional, il est branché sur le projet Ras Al-Ain et il permet d'amener une eau. Là, pour le coup, la question est relativement réglée. Jusqu'à la fin des années 30, il n'y a plus vraiment de crise hydraulique. Ça, c'est un schéma de la distribution d'eau en 1938. Vous voyez que j'ai dessiné, j'ai surajouté par-dessus la future ligne verte de 1948. Alors, vous voyez, il y a quelques conduites d'eau dans la vieille ville. Une de la porte de Damas, la rue Alouad, jusqu'au quartier maghrébin.
une de la porte de Jaffa, pareil, jusqu'à la porte de la Chaîne, une dans le quartier arménien et une qui longe, qui sépare, on va dire, le quartier juif du quartier maghrébin. C'est pas beaucoup, hein. 4 conduites, alors que vous voyez, c'est beaucoup plus dense quand même au nord-ouest. En 48, séparation de Jérusalem-Ouest et de Jérusalem-Est, il va y avoir quelque chose de fascinant à voir dans les archives, c'est que à Jérusalem-Est, on est coupé du réseau de Roméma. Et de façon assez extrêmement urgente et acrobatique, mais ça fonctionne. Les ingénieurs de Jérusalem-Est, et notamment un ingénieur qui s'appelle Boudéry, le père de Adel Boudéry, dont j'ai trouvé les archives privées, va en fait réactiver l'ancien aqueduc méridional et surtout la source de Ain Farah, qui se situe toujours à l'est, hein, du côté jordanien. On va réactiver en fait d'anciens réseaux pour se réadapter à la situation géopolitique. Et puis, c'est le dernier document que je voudrais vous montrer. Ça, c'est le fameux plan de partage de 47, dont vous avez entendu parler tant et tant de fois. Vous devez savoir peut-être que ce plan de partage de 47, en fait, il y en a plusieurs. À minima, il y en a deux, celui de septembre et celui de novembre. C'est celui de novembre qui est voté. Mais c'est intéressant de voir. Alors, c'est des évolutions pas très. Si on zoome pas, c'est grosso modo le même plan, hein. Celui de septembre et de novembre avec Galilée, etc., l'État arabe et tout ça. Euh, Ça, c'est la prise d'eau de Ras Al Ain sur le plan de septembre. Donc, vous voyez que c'était prévu pour l'État juif de Palestine, clairement. Et sur le plan de novembre, littéralement au milieu. On a fait bouger, et j'ai du mal, vous voyez, la ligne là qui était prévue, elle suit la route, elle s'en écarte et elle revient sur la route au niveau de Kalkia. Ça ressemble, enfin, c'est peu logique. Ici, c'est pile au milieu. Donc je pense, j'arrive pas à trouver quelque part dans les archives de l'ONU. Vous savez que ce plan, de toute façon, n'a pas été appliqué. Et évidemment, Ras Al Ain s'est retrouvé très largement côté israélien, puisque la ligne a été très, 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 très largement déplacée vers l'est. Euh, mais en tout cas, vous voyez comment ces questions hydrauliques, elles ont des incidences géopolitiques jusque très, très concrètement. Et puis, dernière chose que je voudrais vous dire, c'est qu'après 1967, l'annexion du Golan, plutôt l'occupation du Golan, le Golan, comme vous le savez, c'est un château d'eau, autrement plus costaud, hein, et les neiges du mont Hermon qui permettent d'alimenter en eau notamment le lac de Tibériade. Décision israélienne qui est de détourner une large partie des eaux du lac de Tibériade qui ne coulera plus dans le Jourdain. C'est pour ça qu'on a un Jourdain aujourd'hui minable, mais dans ce qu'on appelle le National Water Carrier, la conduite d'eau nationale, donc qui part en fait du Golan via le lac de Tibériade, mais le lac de Tibériade, c'est jamais que l'écoulement des neiges du plateau du Golan. Galilée, qui alimente Haïfa, Nazareth, les villes de Galilée, toutes les villes côtières, hein, Herzliya, Tel Aviv, Ras Al Ain, au passage, donc Jérusalem, et qui descend jusqu'à Beersheba dans le Negev. Aujourd'hui, l'eau de Jérusalem vient massivement du Golan. D'accord? Donc c'est assez intéressant, vous voyez, l'histoire hydraulique de Jérusalem, c'est parti du Gihon, juste à côté, une petite source, etc., avec des porteurs d'eau. Artas, Aroub, Ras Al Ain, Golan. Ça raconte aussi une histoire de la région. Merci beaucoup.